Bonjour à tous, il est 8h10, c'est l'heure du grand invité. Et ce matin dans la matinale, alors que 2020 n'a pas encore 10 jours, nous regardons le monde et nous nous demandons comment il va ou il ne va pas en ce début d'année. 2019 a été marqué à la fois par de vastes mouvements populaires et une forte aspiration à la liberté, et en même temps un renforcement du populisme et de l'autoritarisme sur de nombreux points du globe. Mais les deux mouvements ne sont peut-être pas contradictoires. Pour évoquer le monde de 2020, nous recevons un journaliste spécialiste des relations internationales. Yann Mins, bonjour. Bonjour. Les auditeurs vous connaissent bien. Vous intervenez régulièrement dans l'émission d'Antoine Bélier le vendredi matin. Avec Alternative économique, vous venez de publier un hors-série en partenariat avec le CERI à Sciences Po. Ça s'appelle « Quel monde en 2020 ?» et c'est disponible dans tous les kiosques. Alors rapidement, vous nous présentez le concept de ce hors-série. C'est un numéro que nous faisons déjà depuis une quinzaine d'années, donc il a une certaine maturité. Il est attendu. En tout cas, il a une certaine maturité. J'espère qu'il est attendu et j'espère qu'il est recherché. L'idée, c'est de faire un tour d'horizon des grands sujets internationaux du moment, ceux qui sont dans l'année écoulée et puis ceux qu'on peut essayer d'anticiper, et aussi de faire le tour d'un certain nombre de pays qui nous semblent au cœur de l'actualité. Alors parfois des pays dont on parle dans les médias tous les jours, et puis parfois des pays qu'on oublie, parce qu'il nous semble important aussi de mettre le focus sur des zones du monde qui sont parfois oubliées par nos médias, parce qu'il ne s'y passe rien de très spectaculaire. Or, il y a quand même des gens qui vivent, il y a des événements, il y a parfois des crises politiques ou des crises militaires même, mais dont on ne parle pas forcément dans nos médias. Yann Mins, avec l'exécution en Irak vendredi dernier par les Américains du général Soleimani dans une attaque de drone, Soleimani, c'est un des hommes clés du régime iranien. On a eu un peu l'impression de commencer 2020 dans un monde encore un peu plus instable. Oui, évidemment, parce qu'on a un facteur d'instabilité important qui est le comportement erratique de Donald Trump, qui fait de la politique étrangère en regardant uniquement la politique intérieure. Donald Trump est quelqu'un dont on dit toujours on ne sait pas ce qu'il va faire, etc. Il faut se rendre compte que Donald Trump pense d'abord à ses électeurs, et encore plus cette année, puisque cette année, il va être soumis au vote de ses concitoyens. Donc le but de Donald Trump, c'est d'être réélu, et une grande partie de ses actes, y compris en politique étrangère, sont des actes qui visent à satisfaire son électorat, à lui montrer qu'il a tenu ses promesses, que l'Amérique est de nouveau forte, et aussi, et c'est contradictoire avec le premier objectif, qu'on ramène les boys à la maison, qu'on ramène les soldats à la maison, qu'on ne fait plus de guerres coûteuses, celles d'Obama, celles de Bush éventuellement, qui sont des guerres qui ne rapportent rien, ou qui sont censés rien rapporter aux citoyens américains et même aux contribuables américains, ce à quoi, effectivement, les électeurs ou une partie des électeurs de Trump sont sensibles. Donc la politique de Trump, la politique étrangère de Trump est en grande partie dictée par ses impératifs électoraux. Et du coup, dans le cadre singulier de l'Iran, il est entre deux objectifs. Il veut montrer qu'il n'a pas peur de l'Iran. Donc effectivement, quand des Iraniens ou des groupes pro-iraniens s'attaquent aux intérêts américains, il veut montrer qu'il est capable de frapper. Et en même temps, il ne veut pas d'une guerre avec l'Iran, non pas parce que les États-Unis la perdraient, mais parce qu'elle leur coûterait très cher en hommes, en argent, et que ce serait complètement contradictoire avec sa promesse de l'élection précédente, qui est de dégager les États-Unis de tous ces conflits très loin de leur sol. Alors Yann Mins, cette nuit, l'Iran a bombardé 2 bases américaines en Irak. Est-ce que c'est le début de l'escalade? Est-ce que c'est cette 3e guerre mondiale dont bruissent les réseaux sociaux? Je ne crois pas au concept de guerre mondiale pour une raison simple, c'est que les guerres mondiales, en tout cas ce qu'on a appelé les guerres mondiales, parce que ça n'existe plus, c'est fini? Non, c'est pas ça. C'est que les guerres mondiales dont on a eu connaissance jusqu'ici, qu'on a subies jusqu'ici, sont des guerres entre puissances moyennes, entre des alliances de puissances moyennes. Les Allemands, les Austro-Hongrois, les Anglais, les Français, etc. Là, on n'est pas du tout dans ça, dans ce type de configuration. On est, avec les États-Unis, une hyperpuissance face à un pays, l'Iran, qui n'est certes pas faible, mais qui n'est pas extrêmement fort. Et je ne crois pas qu'aujourd'hui, d'autres puissances se joindraient à l'Iran, en tout cas d'autres puissances qui comptent face aux États-Unis, se joindraient à l'Iran. Je ne crois pas que Vladimir Poutine, même s'il a une alliance de circonstances avec l'Iran sur le terrain syrien, serait prêt à rentrer dans un bras de fer avec les États-Unis pour les beaux yeux de l'Iran, en tout cas un bras de fer militaire. Je ne crois pas non plus que les Chinois, même s'ils sont assez dépendants du pétrole iranien pour leur approvisionnement, aient très envie de faire une alliance militaire réelle face à l'Iran contre les États-Unis. Donc, c'est-à-dire que là, on montre les muscles et puis tout va faire pchit? Je ne dis pas que tout va faire pchit parce que il ne faut pas... les crises ont leur logique. Les dirigeants américains et les dirigeants iraniens sont pris entre deux impératifs. Trump ne veut pas de guerre.
Il ne veut pas une guerre qui l'entraînerait dans les dépenses et les morts que je disais tout à l'heure. Les Iraniens ne veulent pas de guerre frontale non plus avec les États-Unis parce qu'ils savent qu'ils la perdraient. Il faut se souvenir que les Iraniens ont eu une guerre très longue de 8 ans avec l'Irak entre 80 et 88. Ça pèse encore très lourd dans l'inconscient iranien, et une partie de la génération des gens comme Soleimani sont des gens qui ont combattu dans cette guerre-là. Donc je crois que les Iraniens, les dirigeants iraniens n'ont pas envie d'une guerre avec les États-Unis, notamment parce que ça risquerait de mettre le régime en péril. Et s'il y a une chose que les régimes iraniens, à laquelle le régime iranien tient, c'est à sa stabilité. Mais, en même temps, chacun sait qu'il doit montrer à sa population qu'il ne se soumet pas à l'adversaire. Donc effectivement, Trump doit montrer qu'il ne se laisse pas intimider et les Iraniens doivent montrer qu'ils peuvent venger Soleimani. Donc il faut doser l'escalade. Jusqu'à maintenant, face aux Américains, les Iraniens ont toujours utilisé des intermédiaires. C'est-à-dire ils n'ont jamais fait des choses directement, en tout cas pas depuis longtemps, des choses directement. Ce qui s'est passé cette nuit, c'est une première donc? C'est un changement de jurisprudence, parce qu'effectivement, là, les gardiens de la Révolution frappent un objectif iranien directement et en l'assumant. Donc ça, c'est nouveau. Jusqu'à maintenant, ils utilisaient ce que les anglo-saxons appellent des proxies, c'est-à-dire des intermédiaires, des alliés. Une milice irakienne, une milice d'un autre pays, des gens dont le régime iranien pouvait dire « Ah non, non, c'est pas nous. Ce sont des gens qu'on connaît, ce sont même des amis, mais ce n'est pas nous. » Là, en l'occurrence, comme Soleimani a été frappé directement par les Américains qui l'ont assumé, les Iraniens frappent directement. Est-ce que ça va aller plus loin? Est-ce que ça va aller plus loin? On ne peut pas le dire encore. Ça va dépendre notamment de quelque chose qu'à ma connaissance, on ne sait pas à l'heure où nous parlons, le nombre de morts américains dans l'attaque de cette nuit. Dans les Donc attaques on attend la prise de parole de Donald Trump. On attend la prise de parole de Donald Trump et celle du président Rouhani qui vient de dire effectivement que lui aussi s'adresserait à la nation iranienne aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que le tweet qu'a donné cette nuit le ministre des Affaires étrangères iranien était un tweet où il disait clairement « Nous ne voulons pas d'une escalade, nous ne voulons pas d'une guerre ». Est-ce que pour autant les Iraniens vont arrêter toute action ou est-ce qu'ils vont reprendre leur tradition habituelle qui est de ne pas faire des actions frontales directes en les assumant, mais de faire leur boulot par des alliés à eux? Ça, c'est possible. Maintenant, comment Trump va réagir à l'attaque de cette nuit? Ça va dépendre beaucoup, à mon sens, du nombre de victimes américaines qu'il y aura dans les attaques. Les Iraniens, les médias iraniens disent qu'il y a eu plusieurs dizaines, je crois 80 morts américains, et disent déjà les Américains ne vont pas vouloir l'assumer, ils ne vont pas vouloir dire qu'il y a eu autant de morts, ils ne vont pas vouloir le reconnaître. On est en partie dans une guerre d'information. Ouais. Un mot peut-être sur la société civile iranienne. Est-ce que jusqu'à il y a quelques jours, elle était dans la rue contre le régime en place? Aujourd'hui, tout le monde est en rang serré Non, je crois d'abord... Ou c'est de la manipulation de l'information là encore? Non, je crois que l'Iran est comme tous les autres pays. D'abord, sa société est divisée, tout le monde n'est pas d'accord sur tous les sujets, et on peut avoir à certains moments, même quand on est désunis, des réflexes nationalistes. Il est certain que pour une partie des Iraniens, Soleimani, ce n'est pas seulement l'homme des actions en Syrie ou des actions en Irak contre les États-Unis ou pour servir le régime syrien, par exemple, c'est aussi l'homme qui a combattu l'État islamique, qui était un des ennemis du régime iranien. Donc évidemment, de ce point de vue-là, pour une partie des Iraniens, Soleimani, c'est un héros. C'est quelqu'un qui a participé à la lutte contre l'État islamique. On peut discuter ensuite de ses mérites ou pas, mais c'est un fait. Donc, et par ailleurs, je pense que dans beaucoup de pays, le fait qu'une puissance étrangère tue un dignitaire du régime de cette façon, c'est quelque chose qui peut provoquer un réflexe nationaliste. Dans le même temps, les Iraniens, comme vous l'avez rappelé, étaient dans la rue, en tout cas une partie des Iraniens étaient dans la rue il y a encore quelques semaines. Ils ont été l'objet d'une répression extrêmement brutale. On ne connaît pas encore, à ma connaissance, le nombre de morts exacts. J'ai vu des estimations qui vont de 300 à 1500 morts pour des manifestations en très peu de temps. C'est un bilan considérable. Donc effectivement, il y a sûrement dans la société iranienne des gens qui sont contre les régimes. Est-ce que pour autant, certains d'entre eux ne sont pas sensibles à la rhétorique nationaliste? Si, c'est possible. Yann Mince, dans cette affaire iranienne qui nous occupe depuis ce matin, vous avez évoqué la Russie, vous avez évoqué les Américains, vous avez même parlé de la Chine, mais vous n'avez pas parlé de l'Europe. Non, parce que je crois que l'Europe, dans cette histoire, compte très peu. L'Europe a tenté de faire quelque chose qui était de contourner les sanctions américaines contre l'Iran, puisque quand Donald Trump a décidé de retirer les États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien, il a imposé des sanctions extrêmement brutales à l'Iran, et aussi ce qu'on appelle les sanctions secondaires, c'est-à-dire des sanctions à ceux qui feraient des affaires avec l'Iran. Ces sociétés-là, ces entreprises-là, françaises, allemandes, ce qu'on voudra, du coup, seraient interdites de faire des affaires aux États-Unis. Évidemment, pour beaucoup de grandes entreprises européennes, se priver du marché américain, c'est impossible.
C'est possible pour des PME, c'est pas possible pour des grandes entreprises. Donc effectivement, du coup, les Européens ont essayé de trouver un mécanisme pour continuer à faire quand même des affaires avec l'Iran. Ça ne fonctionne pas. Ce que l'Iran aurait voulu, c'est que l'Union européenne compense financièrement une partie des pertes que l'Iran subit du fait des sanctions américaines. Les Européens n'iront pas jusque-là, ils n'ont pas envie, ils n'ont probablement pas les moyens, et ils ne sont sûrement pas assez soudés pour faire une politique comme ça. Donc ce qui est clair, c'est que dans une confrontation du type de celle qu'on voit aujourd'hui, l'Europe pèse peu. Tout ce qu'elle peut faire, c'est éventuellement, ça c'est possible, mais ça supposerait que Trump et les dirigeants iraniens le veulent, ce serait d'être le canal de discussion entre les États-Unis et l'Iran. Encore faut-il que les deux protagonistes, et notamment les États-Unis, veuillent discuter. Or, on a l'impression que Trump, là, est dans une fuite en avant de refus de toute négociation, ce qui est, très ironique quand on pense qu'il essaye désespérément de continuer à discuter avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Alors, vous venez de parler de Donald Trump. On a pu avoir l'impression ces derniers temps que ce genre d'homme fort avait le vent en poupe sur la planète. Est-ce que le populisme va continuer à bien se porter en 2020 ? Alors, il y a deux choses dans ce que vous dites. Il y a effectivement le populisme, qui est cette idée qu'il y a un peuple par opposition à des élites, que ce peuple est intrinsèquement bon, généreux, qu'il est porté à la justice alors que les élites sont corrompues, etc. Et que tout ça peut se régler en trouvant un homme fort, puissant. Ça, c'est une chose qu'on voit, effectivement. Ça n'est pas forcément le ressort d'un certain nombre des hommes forts qui sont aujourd'hui au pouvoir. Quand je dis ça, par exemple, dans les hommes forts aujourd'hui au pouvoir, vous avez Xi Jinping, le président chinois, qui n'est pas soumis à une élection. Donc, on ne connaît pas le degré de soutien réel dans la société chinoise. C'est un peu plus proche, peut-être, du populisme avec Poutine, dans la mesure où il y a clairement, en dépit de toutes les violations des droits de l'homme qui ont eu lieu en Russie, il y a encore probablement un soutien assez fort à Poutine dans la population russe. Est-ce que c'est du populisme ? Je ne suis pas certain. Je pense que c'est plutôt du nationalisme. Poutine, c'est l'homme qui a redonné aux Russes le sentiment qu'ils pesaient sur la scène internationale, voire qu'ils étaient craints sur la scène internationale. Et de ça, ils lui en sont gré, notamment parce que la situation aujourd'hui en Russie, aussi difficile soit-elle, est quand même beaucoup moins compliquée pour la population qu'à l'époque de Yeltsin, qui a été une décennie d'humiliation pour les Russes et de souffrance sociale, économique, etc. Erdogan, c'est clairement un populiste, le président turc, mais c'est aussi quelqu'un qui essaye, et ça on le voit dans d'autres pays, je pense notamment à l'Arabie Saoudite, à ces puissances régionales qui essayent d'être le patron de leur zone, ou en tout cas de peser beaucoup dans leur zone. À défaut de peser sur la scène internationale, la Turquie essaie de peser dans son environnement large. L'environnement large, ça veut dire l'Asie centrale, ça veut dire le Moyen-Orient, et ça veut dire y compris l'Afrique et l'Afrique du Nord, puisqu'on a vu son investissement depuis quelques jours, militaire, beaucoup plus important en Libye. Donc on a des puissances, l'Arabie Saoudite c'est pareil, elle essaie d'être le patron de sa zone. Donc on est dans une situation d'instabilité mondiale, mais je dirais encore plus d'instabilité régionale, et notamment dans ce grand Moyen-Orient qui va, en gros, pour reprendre la rhétorique de Bush, depuis l'Afghanistan jusqu'à l'Afrique du Nord. Alors, ce qui a caractérisé l'année 2019, Yann Mins, c'est aussi cette aspiration à la liberté qui s'est fait sentir un peu partout dans le monde. On pense à Hong Kong, bien sûr, mais aussi à Alger, à Beyrouth, à Téhéran, et sans oublier l'Amérique latine, avec le Chili ou la Bolivie. Est-ce qu'il se passe quelque chose ? Ou c'est nous, Européens, qui nous faisons plaisir avec cette idée de printemps des peuples ? D'abord, ce n'est pas un printemps des peuples au sens où ce ne sont pas toujours des réveils nationaux. Ce que je veux dire par là, c'est que si on prend les crises, les protestations qu'il y a eu en Amérique latine, ce sont des protestations à bien des égards essentiellement sociales et économiques. En Équateur, par exemple, ça a été la conséquence de la suppression des subventions des prix sur l'essence qui a fait monter le prix de l'essence. Une fois que le président Lénine Moreno les a supprimés, globalement, les gens sont rentrés chez eux. Au Chili, c'est aussi essentiellement des questions économiques, sociales, même si éventuellement tout ça a des retombées politiques institutionnelles sur la question notamment des retraites et d'un système, alors là, du coup, par capitalisation extrêmement brutale, et qui fait que beaucoup de gens cotisent toute leur vie, ensuite ont une retraite minable et sont obligés de continuer à travailler à 70-75 ans. Donc là, ce sont des raisons essentiellement économiques, sociales, qui ont évidemment des retombées politiques. Ce qui n'est pas le cas en Algérie ou à Hong Kong. En Algérie comme au Soudan, comme en Irak, comme au Liban, on est beaucoup plus dans une critique du système politique, autoritaire dans le cas du Soudan, autoritaire aussi dans le cas de l'Algérie, de façon moins évidente en Irak, au Liban, où il y a des élections, mais avec un système qui est très verrouillé, notamment par des groupes confessionnels, communautaires, comme on devrait les appeler, enfin des partis, pardon. Et donc là, il y a une critique du système politique.
avec un rejet et ce qu'on pourrait appeler un dégagisme, c'est-à-dire débarrassez-nous de tous ces gens-là. Ce qui est une revendication légitime et en même temps très compliquée à rendre concrète parce qu'il faut bien une classe politique et qu'une des caractéristiques d'une bonne partie de ces mouvements, c'est que leurs participants sont extrêmement divers, même si on quand même voit beaucoup de jeunes, et notamment de jeunes diplômés au chômage dans ces mouvements, c'est que tous ces gens extrêmement divers sont d'accord pour être contre, mais n'ont guère de propositions à faire et pas beaucoup de leaders pour des raisons de répression, mais aussi parce que dès que quelqu'un se dégage d'un mouvement comme ça, soit il est réprimé par le régime, soit il est désavoué par les autres qui, du coup, ne sont pas forcément d'accord avec ses propositions. Donc, être contre, on le voit, et ça se comprend, il y a des raisons extrêmement légitimes pour ça. Arriver à des propositions et je dirais à des élites de remplacement ou à une classe politique de remplacement, c'est beaucoup plus compliqué. Yann Mins, on arrive à la toute fin de cet entretien. Un pays, un point du globe où il faudra porter son attention pendant l'année 2020 pour vous ? Il y en a beaucoup. Je vais juste citer un exemple parce qu'on en parle dans le numéro, le Soudan. On a là un pays qui a fait quelque chose qu'on ne pensait pas qu'il ferait, qui est de renverser un régime tyrannique qui était au pouvoir depuis presque 30 ans. Alors, avec l'aide d'une partie de l'armée contre les tyrans en place, et aussi de certaines milices. Donc maintenant, on a un dialogue compliqué entre des militaires et des miliciens qui sont alliés à des civils au pouvoir. On ne sait pas comment va basculer le Soudan. Est-ce qu'il va basculer du côté du pouvoir civil démocratique ou est-ce qu'on va avoir ce qu'on appelle, ce que les politologues appellent une restauration autoritaire, c'est-à-dire qu'en fait, l'apparition d'une nouvelle tyrannie avec des militaires et des miliciens extrêmement violents qui prennent la réalité du pouvoir. Ça va être un des points. L'Algérie va être aussi un point très important puisque là, on a eu une élection présidentielle avec une bonne partie de la rue qui refuse ces conclusions. Merci beaucoup Yann Mins. Alors, quel monde en 2020, c'est à découvrir dans ce hors-série du magazine Alternative économique. Merci d'avoir été notre grand invité. Merci à vous de m'avoir